Bonjour à tous. Alors, je vais démarrer ce webinaire déjà en vous présentant un peu ce que l'on va aborder ensemble durant ces 50 minutes. Donc, tout d'abord, je vais un peu introduire cette thématique. Puis, David vous parlera de la sobriété dès la conception, avec notamment des exemples de solutions, de matériaux, de procédés et systèmes. Puis, nous parlerons avec Larine de l'usage et sobriété, les leviers du changement, donc de notre étude d'usage sur la sobriété de consommation. Puis, nous conclurons sur des perspectives. Donc, pour introduire la thématique, ces dernières années, divers événements ont impacté les Français et par conséquent leur consommation, comme par exemple la crise sanitaire, la crise énergétique, l'inflation. Et on peut voir que les modes de consommation donc, continuent de se transformer liés à ces événements. Et d'après le baromètre du CSA datant de 2022, on a pu constater que le pouvoir d'achat et l'environnement, il faisait partie des préoccupations les plus importantes pour les Français depuis ces dernières années, avec la santé. Et dans ce contexte, on comprend bien en fait que la sobriété, elle semble séduire de plus en plus de consommateurs. Elle semble devenir même un vecteur de l'évolution future de la consommation. Et le cabinet Via Voice a réalisé une étude en 2021 qui s'intitulait Perception du concept de sobriété et pratique de consommation, qui est en fait une étude quantitative qui nous a permis d'apprendre que 65% des Français jugeaient le concept de sobriété proche de leur vision des choses et que même 72% des Français seraient prêts à aller vers plus de sobriété vers l'avenir. Donc vraiment, quand on parle de vecteur d'évolution future de la consommation, on se rend compte que c'est vraiment en accord avec les Français aujourd'hui. Mais bon, je parle de sobriété, mais il serait peut-être bien quand même de définir qu'est-ce qu'on entend par sobriété. Et vous pouvez retrouver ça à travers notre état de l'art. En fait, il est un peu compliqué aujourd'hui de donner une définition qui soit consensuelle et précise de la sobriété, mais on a décidé dans ce webinaire de présenter la définition de l'ADEME. Donc, il définit la sobriété comme un rassemblement, un continuum de démarches qui promeut à différents degrés et à différentes échelles une modération de la production et de la consommation des ressources énergétiques et matérielles par une transformation des modes de vie au-delà de la recherche d'efficacité. Donc, si on comprend bien, la sobriété, elle peut se traduire de plusieurs manières. Lorsqu'on parle d'un produit et notamment d'un mobilier, on peut étudier la sobriété à travers l'ensemble de son cycle de vie, de sa fabrication à sa fin de vie. Et donc, à travers ce webinaire, on a respecté cette manière de voir les choses. Donc, la sobriété, elle va être perçue selon deux axes. Le premier, présenté par David, donc avec la sobriété dans la conception et la fabrication du mobilier, présenté donc à travers notre exposition Sobri Expo. Puis, la sobriété dans la consommation de mobilier à travers notre étude d'usage sur la sobriété que nous allons vous présenter avec Clarine. Donc, je te laisse, David, avec la sobriété dès la conception. Merci. Donc, nous avons travaillé effectivement sur la sobriété de façon différente, et notamment l'une des façons de restituer ces travaux sur la sobriété a été la réalisation d'une exposition que nous avons appelée Sobri Expo. Une exposition principalement sur des matériaux, procédés et systèmes qui permettent de concevoir plus sobrement. Mais cette exposition, c'est bien autre chose que juste des matériaux. Nous avons réalisé un livre qui va reprendre l'intégralité de cette exposition. Il y avait également une conférence qui traitait du sujet, mais également aussi ce que l'on a appelé des encarts, en fait une présentation de certains sujets connexes, que ce soit par exemple des projets en lien avec la thématique ou encore des notions clés, et nous allons voir quelques exemples juste après. Pour traiter cette thématique de la sobriété, et donc dans notre exposition Sobri Expo, nous avons choisi de répartir les différentes solutions que nous avons trouvées en différentes catégories. Euh, Ainsi, ça permettait aussi de rappeler un petit peu les grands principes de l'économie circulaire. Donc, nous avons organisé l'exposition avec une partie qui s'appelait protéger, donc c'est plutôt protéger notre environnement, la biodiversité, mais également donc réduire notre consommation, lien direct avec la sobriété, notre production de déchets. Également une partie renouvelée, qui était plutôt liée donc à tout ce qui est utilisation des ressources qui se régénèrent, donc, autrement dit aussi le biosourcé. Et pour finir, une partie réutilisée, finalement, réutiliser tout ce qu'on a déjà produit. Et pour commencer, un petit exemple de matériaux intéressants, donc Cialite, qui est une alternative aux carreaux de céramique traditionnels, on va dire,
Donc, ce qui est intéressant avec ce produit, pour aller direct au but, c'est qu'il a un impact carbone qui est quasiment divisé par 2 par rapport à d'autres céramiques. Il est composé de carbonate de calcium qui est d'origine, on va dire, naturelle. Donc, ça peut être des déchets de coquillage, par exemple, enfin, qu'on va retrouver des déchets au niveau de la restauration, par exemple. Et ce carbonate de calcium est lié avec un polymère obtenu à partir de microalgues photosynthétiques, donc un polymère biosourcé. Et au niveau du procédé, et c'est là où justement on va économiser énormément de CO2, c'est qu'il n'y a plus d'étape de cuisson, et donc on limite le CO2. Alors bien sûr, ça a des grands avantages d'un point de vue environnemental. Par contre, le fabricant précise bien qu'il s'agit de carreaux de céramique décorative. C'est-à-dire que avec cette origine de la matière et ce procédé de fabrication, on ne peut pas obtenir les mêmes performances que certaines céramiques euh, haute performance, justement. Au-delà des matériaux, nous avons présenté dans cette exposition différents projets, comme ici le projet Cookfox, pardon. Il s'agit donc de façades en terre cuite végétalisables. Donc, un certain nombre de modules qui peuvent être assemblés sur les façades des bâtiments et qui vont pouvoir abriter des micro-habitats, des plantes, des oiseaux, des abeilles. Bien évidemment, le tout laisse quand même passer la lumière, mais ça permet de pouvoir allier, on va dire, construction avec la biodiversité et leur permettre de vivre de façon harmonieuse. Bien évidemment, c'est un système qui résiste au cycle de dégel, etc. Donc, c'est un produit qui reste performant et qui allie vraiment, on dirait, le meilleur de deux mondes. Autre solution, matériaux, nous allons ici en France, donc l'entreprise Vivalouz, qui propose de valoriser les textiles en fin de vie, notamment les vêtements. Aujourd'hui, la plus grande majorité de tous les déchets textiles ne sont pas recyclés, en tout cas en France et même au niveau européen. Donc il y a un gisement qui est vraiment énorme de déchets de vêtements en fin de vie. Et donc, il propose de pouvoir les valoriser sous forme de plaques plus ou moins souples et qui vont même jusqu'à des plaques très rigides. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer une gamme de produits divers et variés. Ça va également même jusqu'au feutre qui vont réutiliser toutes ces fibres textiles, parfois en ajoutant un liant thermoplastique pour obtenir, par exemple, les plaques rigides. Théoriquement, ces produits sont recyclables également, même si, comme souvent, la problématique réside plutôt dans l'existence et la performance d'une filière de recyclage. Donc, en tout cas, ces matériaux sont potentiellement recyclables. Des tests restent encore à réaliser, la filière à se développer, mais ils proposent en tout cas un certain nombre de matériaux très intéressants. Et pour finir sur les différents types d'informations qu'on pouvait présenter sur l'exposition, je vous parlais, donc on a vu des projets, des matériaux, etc. Il y a aussi des notions clés. Là, en l'occurrence, je voulais vous parler d'un phénomène qui existe depuis assez longtemps, ce qui date du 19e siècle. Il s'agit de l'effet rebond. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on vous parle de sobriété, donc concrètement, produire, consommer. L'effet rebond. Donc, un phénomène qui date du 19e siècle et qui est donc pas nouveau. En gros, pour faire simple, c'est que lorsqu'on atteint une certaine efficacité énergétique avec des créations, des machines, là ici par exemple, on parlait des LED, ben, finalement, au lieu d'avoir une baisse de la consommation énergétique due à cette amélioration technique, on constate l'effet inverse et donc une grande augmentation des consommations. C'était vrai à l'époque, lorsque ce phénomène a été présenté pour la première fois, avec les machines à charbon qui ont fini par consommer beaucoup moins de charbon, mais on a vu la consommation globale de charbon s'accentuer à cause de ça. Pour les LED, c'est exactement la même chose. C'est vrai que c'est une innovation qui est vraiment majeure et qui est très intéressante. On peut atteindre jusqu'à 10 fois moins de consommation électrique que les solutions classiques d'éclairage, avec bien sûr lié à d'autres avantages. Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que à performance égale, donc on consomme moins d'énergie avec ces LED, mais en réalité, des études ont pu montrer que l'énergie consommée, bien évidemment que pour l'éclairage, a bien plus augmenté depuis que les LED sont apparus.
Donc, pour finir juste, c'est que effectivement, on peut proposer des matériaux entre guillemets moins impactants, des technologies moins impactantes. Par contre, il ne faut pas oublier cet effet rebond et il faut bien faire attention à ce que l'on fait avec ces nouveaux matériaux, ces nouvelles technologies. Merci Manon. Merci David. Donc du coup, pour cette troisième partie, usage et sobriété, les leviers du changement. Nous allons vous présenter les résultats en fait de notre étude d'usage avec Clarine qu'on a menée en 2023. Donc dans cette étude d'usage, vous pouvez retrouver déjà un état de l'art qui est important pour comprendre justement bah, la notion de sobriété, un peu tous ses tenants et ses aboutissants, savoir faire un état des lieux de qu'est-ce qu'on sait déjà sur pourquoi est-ce que les usagers consomment du mobilier, quelles sont leurs causes d'arrêt, quelles solutions existent aujourd'hui et quelles innovations existent également pour allonger la durée d'usage des produits, qui est notre axe pour plus de sobriété dans cette étude. On retrouve dans cette étude donc une étude quantitative. Donc c'est une étude statistique avec plus de 1000 répondants qui revient en fait sur plusieurs thématiques, donc ces fameuses causes d'arrêt d'usage et aussi la perception des solutions et des freins pour garder son mobilier sur la seconde vie, sur l'occasion, etc. Donc pour ramener un petit peu d'informations sur comment les Français perçoivent ces modes de consommation. Puis, tout ça a été complété par une étude qualitative pour aller questionner du coup des comportements moins représentés. Euh, donc nous, on a décidé d'aller questionner 7 profils donc d'usagers. On a eu le profil qu'on a appelé manuel. Donc en fait, c'est les usagers qui vont aimer fabriquer, réparer ou rénover des objets ou du mobilier. Le profil écologiste, des usagers avec des fortes convictions environnementales et qu'on retrouve dans leur comportement de consommation. Les bricologistes, qui sont un peu le mélange entre les manuels et les écologistes. Donc des personnes qui aiment réparer, rénover du mobilier, mais avec de fortes convictions environnementales. On a pu aussi avoir des usagers qu'on a définis comme étant accumulateurs, donc c'est-à-dire des usagers qui vont essayer de ne pas jeter leur mobilier, quitte à avoir une tendance à l'accumulation. Des profils plutôt portés sur la seconde main, donc qui en fait ont comme unique canal d'achat la seconde main, que ce soit pour vendre, acheter ou revendre, mais aussi le profil hors sobriété. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va avoir tendance plutôt à renouveler facilement son parc de mobilier via des achats plutôt neufs. Et donc du coup, je vous laisse avec Clarine pour la présentation pour un extrait de nos résultats. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter l'évolution de la consommation de mobilier en France, qui est un axe sur lequel on s'est aussi focalisé dans l'étude. On s'est intéressé aux mobiliers qui ont été acquis par les usagers, par les Français. Ce qu'on retrouve d'intéressant, c'est que au cours de l'année dernière, près de la moitié des Français se sont procurés au moins un meuble. Il y a des tendances à l'achat pour certaines catégories de personnes, par exemple les moins de 35 ans, les CSP+. À l'inverse, il y a des personnes qui ont tendance à moins acheter de meubles. Et là, ça va être les 35 ans et plus, les personnes inactives et les personnes vivant seules. Et avant de poursuivre, j'ai une question pour vous. À votre avis, quelle est la part de meubles achetés en seconde main? Est-ce que ça va être 5%, 13%, 29% ou 36%? Voilà, Oui, j'ai vu rapidement le pardon. sondage. J'ai vu que la majorité ont répondu 13%. Alors, ce qu'on trouve dans cette étude, c'est que la majorité des meubles sont achetés neufs. On a 69% de meubles achetés neufs. Par contre, la part de seconde main est quand même non négligeable et on n'est pas à 13%, on est plutôt à 29%. C'est une part qui augmente de plus en plus. On a comparé avec les résultats d'Ecomaison de 2018. Donc, en à peu près 5 ans, la part a quand même augmenté de presque 10%. Donc, c'est vraiment une part qui augmente de plus en plus. La plupart des personnes passent notamment par les plateformes de revente pour faire de la seconde main. On s'est aussi demandé quelles sont les raisons qui font que les personnes vont acheter du mobilier. Et ce qu'on a vu, c'est que la raison principale, c'est pour remplacer un ancien meuble. Et là, ça peut être pour plusieurs raisons. Soit l'ancien meuble est hors d'usage, soit l'ancien meuble est moins fonctionnel ou moins qualitatif. Mais vraiment, la raison principale, c'est pour remplacer un autre meuble.
Après, en deuxième raison, on a le fait de vouloir changer de décoration. Et puis après, on a d'autres raisons, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, mais qui arrivent quand même beaucoup moins en avant. On a le fait de vouloir se faire plaisir, on a le fait de vouloir un meuble qu'on ne pouvait pas avoir avant, mais ça, ce sont des raisons quand même beaucoup moins importantes que le fait de remplacer un meuble et changer sa décoration. Ensuite, à l'inverse, on s'est demandé pourquoi les Français vont céder leurs meubles. Et quand on parle de céder, c'est pas forcément le fait de jeter leurs meubles, mais c'est aussi le fait de revendre leurs meubles. Et là, ce qu'on a vu, c'est que bah déjà, il y a environ 4 Français sur 10 qui se sont séparés d'au moins un meuble au cours de l'année dernière. Et là, on va avoir là encore des catégories qui vont se démarquer. Ce sont un peu les mêmes catégories que ceux qui vont avoir tendance à acheter ou à ne pas acheter des meubles. Donc ceux qui vont avoir tendance à céder leurs meubles, ça va être les 25-34 ans. Et ceux, à l'inverse, qui vont avoir tendance à garder plus longtemps leurs meubles, ça va être les personnes inactives, les personnes vivant seules et les 75 ans et plus. Les meubles qui sont... J'ai une question pour vous déjà, avant de vous donner la réponse. C'est selon vous, quels sont les meubles qui sont principalement cédés? Quels sont les trois principaux meubles principalement cédés? Vous avez le choix entre chaises et tabourets, canapé, fauteuil, banquette, matelas, meubles de salle de bain, table basse, armoire commode, bureau, meubles à chaussures et meubles pour enfants. Donc, ce qui arrive en premier, c'est la catégorie canapé, fauteuil, banquette. OK. Et en deuxième, chaise et tabouret. Il y a une troisième catégorie qui se distingue ou Table pas? basse D'accord. et armoire commode à la fin. OK. Alors du coup, les résultats sont bons par rapport à ce qu'on retrouve aussi dans l'étude. Les principaux meubles cédés, ça va être les chaises tabourets pour 25%. Ça va être après les canapés, fauteuils, banquettes pour 24%. Et puis par contre, après, on retrouve les matelas. Mais les tables basses arrivent aussi dans le top du classement. C'est le quatrième type de meuble principalement cédé. Ce qu'on a aussi trouvé dans l'étude, c'est que la majorité des meubles qui sont cédés, ce sont majoritairement des meubles qui sont en bois. Donc c'est vraiment la matière qui se distingue par rapport aux autres. Ensuite, on s'est questionné sur les raisons qui font que les personnes se séparent de leurs meubles. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que pour environ 6 personnes sur 10, la raison principale, c'est la perte de qualité. Ensuite, la seconde raison, ça va être l'envie de changer sa décoration. Et la troisième raison, ça va être le fait de d'avoir un changement de besoin. Et là encore, on retrouve un écart significatif en fonction des profils. Ce sont toujours les mêmes types de profils qui se distinguent. Donc, les personnes qui vont avoir tendance à moins se séparer de leur meuble, pareil, ça va être les 25-34 ans. Et ceux qui vont avoir moins tendance à se séparer de leur meuble, ça va être les inactifs et les 75 ans et plus. Ensuite, on a voulu s'intéresser à la seconde main, la consommation en seconde main. Donc déjà, on a voulu voir quelles sont les motivations et les critères d'achat des Français pour aller vers du mobilier d'occasion. Alors déjà, une donnée intéressante, c'est que plus de la moitié des Français est intéressée par du mobilier d'occasion. Et les critères qui déterminent la majorité des achats, ça va être déjà le prix, la correspondance du meuble avec le besoin. Et puis, en troisième raison, ça va être la possibilité de voir le meuble avant l'achat et l'esthétisme. Ensuite, on s'est demandé s'il y avait des freins à la seconde main. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a certains types de meubles qui se démarquent comme ayant une seconde vie assez difficile. Déjà, il y a les matelas. Ensuite, on a les sommiers. Et puis, en troisième, on a tout ce qui est canapé, fauteuil, banquette. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est que les trois freins principaux, c'est déjà la peur de l'hygiène. On a par exemple un usager de profil seconde main qui nous a dit, moi, ça me dégoûte, je ne pourrais pas acheter un matelas alors que d'autres ont dormi dessus, on ne sait jamais. Et on a questionné la personne sur le fait qu'il pourrait exister un service de nettoyage de ce matelas, et elle nous a dit que sa réponse serait similaire, même dans ce cas-là. Alors que c'est un usager de profil seconde main, donc qui a tendance à vraiment à consommer que en seconde main. Ensuite, on a pu voir un autre frein qui revient souvent, c'est la peur de la qualité, la peur de la durabilité du meuble.
Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a retrouvé dans un entretien avec un professionnel d'une ressourcerie qu'on a été interrogé. Et il nous disait que, en général, les meubles en aglo, ça ne dure pas longtemps, ça tient moins au montage, puis au démontage à plusieurs reprises. Et donc, ça n'intéresse pas les clients. Ils recherchent de la qualité en général. Donc là, c'est vraiment une envie des Français de rechercher des meubles qui sont quand même de qualité et durables, même en seconde main. Et le troisième frein principal, c'est la peur de ne pas pouvoir voir le meuble avant la transaction. Ce qui est intéressant dans les meubles qui ont une seconde vie difficile qu'on a listés ici, c'est que ce sont aussi les meubles qui sont les principalement les plus cédés. C'est ceux qu'on a pu voir lors de la question précédente. Les matelas et canapés, fauteuils, banquettes. Donc ce sont ceux qui à la fois sont facilement cédés, mais à la fois qui ont une seconde vie difficile. Donc là, la durée d'usage est vraiment beaucoup plus limitée pour ces types, pour ces catégories de meubles. Ensuite, on a essayé d'aller voir le volet allonger la durée d'usage de ces meubles. Donc, c'est une autre option pour prolonger la durée de vie de ces meubles. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est que les Français sont très intéressés par le fait de réparer et rénover leurs meubles eux-mêmes. Il y a plus d'un Français sur deux qui l'ont déjà fait. Et il y a environ 7% des Français qui sont passés par un professionnel pour le faire. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des types de meubles qui sont plus souvent réparés et rénovés. Ça va être souvent des catégories de meubles de petite taille, par exemple tout ce qui va être chaise tabouret, table basse. On va aussi retrouver quand même des meubles de cuisine et des meubles de rangement. Et on a pu voir que les usagers aiment faire certains types de rénovation. Ce qu'on a retrouvé le plus, ça va être le changement de coloris, le changement de matière aussi, comme on peut le voir sur les images. Et on va aussi retrouver la réparation, l'amélioration des éléments qui ont été dégradés. On a aussi questionné les usagers sur les freins qu'ils peuvent retrouver lorsqu'ils font de la réparation et de la rénovation. Et là, on a vu que plusieurs freins se distinguent. Il y a le fait de ne pas avoir le temps, il y a le fait de ne pas se sentir capable, de trouver que l'opération est trop complexe, le fait de ne pas avoir le matériel, de ne pas avoir les moyens financiers de le faire, ou encore ne pas avoir l'endroit, la place de le faire. Et on a aussi 20% des Français qui disent que ça ne les intéresse pas. Donc il y a quand même beaucoup de freins à la rénovation et réparation. Donc on a aussi questionné les Français sur les services qui les intéresseraient justement pour les aider dans cette rénovation et réparation. Et donc là, j'ai une question pour vous. Selon vous, combien de Français sur 10 garderaient leurs meubles s'ils avaient la possibilité de modifier l'esthétisme, modifier les fonctionnalités ou de les réparer? 3 Français sur 10, 5 Français sur 10 ou 7 Français sur 10? C'est 5 sur 10 qui se profilent. D'accord? Alors, nous, ce qu'on a retrouvé dans l'étude, c'est qu'il y a une part encore plus importante qui serait intéressée. Donc, 7 Français sur 10 seraient intéressés par garder leurs meubles s'ils avaient la possibilité de modifier l'esthétisme, les fonctionnalités ou de les réparer. Donc, c'est quand même une part très importante. Et on les a questionnés pour aller beaucoup plus loin sur les services, sur le temps, par exemple, qu'ils seraient prêts à consacrer à ces services-là. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils seraient prêts à consacrer plus d'une heure pour la majorité. Donc, la plupart sont intéressés par la rénovation et la rénovation. Par contre, c'est vrai que la majorité préfère le faire sans aide extérieure ou avec l'aide d'un proche. Mais par contre, il y a 90% qui sont intéressés par le fait d'avoir un accompagnement qui peut se traduire, par exemple, sur des fiches conseils, des vidéos explicatives ou autres. Donc, il y a quand même un besoin d'accompagnement. Ensuite, on a questionné les Français sur les prix qu'ils seraient prêts à mettre. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils seraient prêts à mettre 25% maximum du prix d'un meuble équivalent. On les a aussi questionnés sur le trajet qu'ils seraient prêts à faire s'ils devaient amener leurs meubles quelque part pour les faire réparer, rénover. Et on a pu voir que le temps de trajet qui se distingue, c'est plutôt moins de 40 minutes. La majorité préfère faire moins de 40 minutes de route, de trajet.
Pour conclure, cette étude, elle montre encore une fois que la sobriété est vraiment au cœur d'un nouveau mode de consommation. On voit qu'il y a de plus en plus d'achats de seconde main, plus de ventes de meubles de seconde main, plus de dons de meubles également. Mais par contre, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une durée de vie qui est parfois difficile pour certains mobiliers, notamment tout ce qui est canapé, fauteuil, banquette, les sièges, les meubles de salle de bain, les matelas. Ce sont les meubles qui sont les plus susceptibles d'être cédés, notamment parce que les personnes ont un peu peur de la qualité, mais ce sont aussi les meubles les moins susceptibles d'être achetés en seconde main. Et pareil, c'est parce que les personnes ont plutôt peur de la qualité, aussi peur de l'hygiène quand ils doivent acheter en seconde main. Donc, donc, on peut aussi faire un focus sur la partie canapé, fauteuil, banquette et matelas, qui, eux, sont aussi des meubles pour lesquels le fait d'allonger la durée d'usage d'un meuble en passant par la rénovation et la réparation fait par le particulier lui-même a l'air assez compliqué, en tout cas, et assez peu fait actuellement. Donc, il y a tout intérêt à trouver des solutions pour pouvoir garder ces meubles plus longtemps et notamment se pencher sur les freins à la réparation et à la rénovation des particuliers pour, pourquoi pas, créer des nouveaux services pour répondre à ces freins et aider les usagers, que ce soit aider les usagers à faire eux-mêmes ou aider l'usager à prolonger la durée d'usage en faisant appel à un professionnel. Et enfin, pourquoi pas regarder si ce serait pas intéressant de modifier la conception des produits pour répondre aux besoins des particuliers et prolonger la durée d'usage, la durée de vie des meubles de manière générale. Je laisse Manon finir par la partie perspective. Merci Clarine. Donc pour conclure un petit peu ce webinaire, concernant le volet conception et fabrication du mobilier, sachez que l'exposition Sobri Expo devrait poursuivre sa tournée en France dans les mois à venir, mais vous pouvez également vous procurer le livre de l'exposition. Concernant plutôt le côté, le volet prolongement de la durée d'usage du mobilier, vous pouvez, si vous êtes adhérent au Codifab, vous pouvez bien évidemment vous procurer notre étude d'usage. Et d'ici quelques semaines, nous pourrons également vous partager une infographie qui sera faite à partir de cette étude d'usage. Mais également, vous pouvez retrouver, pour vous inspirer ou pour support à des séances de créativité, par exemple, nos 7 fiches personnalisées sur les 7 profils dont on vous a parlé un peu plus tôt. Voilà. À savoir aussi qu'également, il y a eu, il y a quelque temps, un webinaire de l'ameublement français qui fait suite aux ateliers d'homocité auxquels nous avons pu également participer, donc où il a été élaboré 4 scénarios d'usage, donc imaginés et développés en 2023 par un collectif donc d'industriels, de designers et de distributeurs pour justement prolonger la durée d'usage du mobilier. Et enfin, évidemment, l'ensemble de l'équipe innovation du FCBA est là également pour vous accompagner sur cette thématique, autant donc dans la conception du choix des matériaux à l'ergonomie des produits, à même les questions environnementales que l'on peut avoir. Voilà.